Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je suis venu pour sonner l'alarme. Je suis l'exemple des présidents Draghi et Macron. L'Union européenne doit changer, et je veux vous en convaincre aujourd'hui. La Hongrie assume pour la seconde fois, après 2011, la présidence tournante de l'Union européenne. Moi-même, j'assume cette responsabilité pour la deuxième fois. Je suis déjà venu devant vous. Pour la seconde fois, je vous présente le programme de la présidence hongroise. Je suis député depuis 34 ans. Je sais que c'est un honneur d'être écouté par vous. Pour un Premier ministre, parler devant les députés est toujours un honneur. J'ai un point de comparaison. En 2011, lors de notre première présidence, nous étions aussi en crise. Nous devions gérer les conséquences de la crise financière, du printemps arabe et de la catastrophe de Fukushima. Nous avons alors promis une Europe plus forte, et nous avons tenu nos engagements. Nous avons adopté la première stratégie européenne pour les Roms. Nous avons également lancé la stratégie du Danube. Le semestre européen, processus de coordination économique, a été initié sous notre présidence, et c'est aussi sous notre première présidence que l'UE a bouclé son dernier processus d'adhésion, celui de la Croatie. Tout cela s'est passé en 2011. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui notre travail est encore plus difficile qu'alors. Il est plus difficile parce que la situation de l'Union est bien plus grave qu'en 2011, et peut-être plus grave que jamais dans l'histoire de l'Union. Que voyons-nous aujourd'hui? En Ukraine, autrement dit en Europe, la guerre fait rage. De graves conflits éclatent et s'étendent au Moyen-Orient et en Afrique. Chacun de ces conflits comporte un risque d'escalade. La crise migratoire a atteint des proportions que l'on n'avait pas vues depuis 2015. Les migrations illégales et les menaces sécuritaires font craindre l'effondrement de l'espace Schengen. Et pendant ce temps, l'Europe perd en compétitivité globale. Selon Draghi, l'Europe est menacée par une agonie lente. Je pourrais citer également le président Macron, qui dit que l'Europe risque de mourir, car elle sera évincée de ses marchés d'ici 2 ou 3 ans. Mesdames et Messieurs les députés, il est clair que l'Union fait face à des décisions qui détermineront son propre destin. Madame la Présidente, la présidence consiste bien sûr en un travail de coordination et de gestion. J'informe mes collègues députés que nous avons dirigé jusqu'à présent 585 réunions de groupes de travail du Conseil. Nous avons tenu 24 réunions d'ambassadeurs, 8 sessions formelles et 12 sessions informelles du Conseil. Nous avons organisé 69 événements de la présidence à Bruxelles et 92 événements en Hongrie. À nos événements en Hongrie, nous avons accueilli plus de 10 000 invités. Je vous informe que le travail législatif au Conseil avance à plein régime. Nous traitons 52 dossiers législatifs à différents niveaux du Conseil. La présidence est prête à entamer à tout moment les négociations trilogues avec le Parlement européen. Actuellement, nous menons seulement 2 trilogues avec vous. Mais il y a encore 41 dossiers qui nécessitent une consultation, et nous sommes prêts à coopérer. Je sais que des élections ont eu lieu, ce qui implique une transition institutionnelle difficile. Mais cela fait maintenant 4 mois, et nous sommes prêts pour coopérer sur les 41 dossiers en attente de consultation. La présidence hongroise s'engage à servir de médiateur honnête et à coopérer de manière constructive avec tous les États membres et institutions. En même temps, la présidence hongroise défendra les prérogatives du Conseil fondées sur les traités, y compris en ce qui concerne l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission. Mais mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, la présidence n'est pas seulement une affaire de gestion. La présidence hongroise porte également une responsabilité politique. Je suis ici à Strasbourg pour vous présenter ce que propose la présidence hongroise pour l'Europe dans cette période de crise. Le plus important est que notre Union doit changer. La présidence hongroise veut être la voie du changement et en être le catalyseur. Les décisions doivent être prises par les États membres et les institutions de l'Union, pas par la présidence hongroise. La présidence hongroise soulève les problèmes et fait des propositions dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et du bien-être de l'Union. Nous plaçons la compétitivité comme priorité. Je partage largement les constats des rapports de Draghi et l'État. En bref, la croissance économique de l'UE au cours des 2 dernières décennies a été plus lente que celle des États-Unis et de la Chine. La productivité de l'UE progresse plus lentement que celle de ses concurrents. Notre part dans le commerce mondial diminue. Les entreprises de l'Union font face à des coûts d'électricité 2 à 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Les prix du gaz sont ici 4 à 5 fois plus élevés. En se détachant de l'énergie russe, l'Union a perdu une part importante de sa croissance. Elle a dû mobiliser des ressources financières substantielles pour soutenir l'énergie et construire les infrastructures nécessaires à l'importation de gaz liquéfié. Pour la moitié des entreprises européennes, le coût de l'énergie est le principal obstacle aux investissements. Les industries intensives en énergie, qui sont vitales pour l'économie de l'Union, ont réduit leur production de 10 à 15%. Madame la Présidente,
La présidence hongroise propose de ne pas nous bercer de l'illusion que la transition verte à elle seule résoudra ce problème. Cela n'est pas le cas, même si nous atteignons les objectifs d'installation d'énergie renouvelable. Ainsi, même en atteignant nos objectifs, selon toutes les analyses, d'ici 2030, la part des heures de fonctionnement où les combustibles fossiles détermineront les prix de l'énergie ne diminuera pas de manière significative. Nous devons en prendre acte. Le pacte vert européen visait à créer de nouveaux emplois verts. Mais l'initiative perd son sens si la décarbonisation conduit à un recul de la production européenne et à des pertes d'emplois. L'industrie automobile est l'un des exemples les plus criants du manque de planification de l'UE. Nous appliquons la politique climatique sans avoir de politique industrielle. L'UE n'a pas suivi ses ambitions climatiques en stimulant la réorganisation des chaînes d'approvisionnement européennes, et les entreprises européennes perdent des parts de marché. Si nous nous tournons vers des restrictions commerciales, comme cela semble être le cas, croyez-moi, nous perdrons encore plus de marché. Mesdames et messieurs les députés, la principale raison de l'écart de productivité entre l'Union européenne et les États-Unis réside, je crois, dans la technologie numérique, et il semble que notre retard continue de s'accroître. Nos entreprises dépensent moitié moins en recherche et développement, en proportion du PIB, que les entreprises américaines. À cela s'ajoutent des tendances démographiques défavorables. Les chiffres montrent que la migration ne compense pas la diminution naturelle de la population de l'UE. Cela signifie qu'avec la modernisation de l'Europe, pour la première fois dans notre histoire, nous entrons dans une période où notre production et notre croissance du PIB ne seront pas soutenues par une augmentation continue de la main-d'œuvre, un défi immense. Comme Draghi et Macron, je dis que la situation est grave et nécessite une action immédiate. Nous sommes à la 24e heure. Pour les technologies de pointe, il sera déterminé dans quelques années seulement qui restera en tête. Gardez à l'esprit qu'il est beaucoup plus difficile de restaurer les capacités industrielles en déclin que de les préserver. Les compétences, l'expérience et le savoir-faire perdus sont très difficiles à remplacer. Je ne veux pas vous faire croire qu'il existe une solution facile ou simple. Ces défis sont graves et les problèmes sont majeurs. Mais je tiens à préciser, en ce début de cycle institutionnel, que les États membres attendent des institutions européennes des mesures rapides et décisives dans ce domaine. Les États membres attendent une réduction des charges administratives. Ils attendent une réduction de la surréglementation. Ils attendent un approvisionnement énergétique abordable. Ils attendent une politique industrielle verte. Ils attendent le renforcement du marché intérieur. Ils attendent l'union des marchés des capitaux. Et ils attendent l'élargissement de la politique commerciale. Nous avons quelques succès sur lesquels nous pouvons construire. L'industrie des batteries en Europe en est un. Comme l'a dit Draghi, le financement public de la technologie des batteries a augmenté en moyenne de 18% par an au cours de la dernière décennie, ce qui a été crucial pour renforcer la position de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est le troisième au monde en termes de dépôt de brevets dans la technologie de stockage des batteries, après le Japon et la Corée du Sud. Cela montre qu'une intervention stratégique ciblée peut être bénéfique pour l'Europe. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la présidence hongroise vise à adopter un nouveau pacte de compétitivité pour l'Europe lors du sommet informel du Conseil européen à Budapest le 8 novembre. Je suis convaincu qu'un engagement politique de haut niveau donnera l'élan nécessaire pour un tournant compétitif en Europe, dont nous avons tant besoin. Je propose que cela devienne le cœur du plan d'action du prochain cycle institutionnel. Après la compétitivité, permettez-moi de dire quelques mots sur la crise migratoire. L'Europe subit depuis des années une pression migratoire massive, ce qui impose un lourd fardeau, notamment aux États membres situés aux frontières extérieures de l'Union. Nous devons protéger les frontières extérieures de l'UE. La protection des frontières extérieures sert les intérêts de l'Union dans son ensemble. Pour cela, l'Union doit fournir un soutien substantiel. Je suis venu ici plus d'une fois, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Depuis 2015, la Hongrie et moi-même avons mené de nombreux débats politiques sur la question migratoire. J'ai vu des initiatives, des paquets de propositions, des promesses, mais tout ont échoué. La raison est simple, croyez-moi, sans centre de contrôle aux frontières extérieures, nous ne pourrons pas protéger les Européens de la migration illégale. Si quelqu'un entre, il est impossible de le renvoyer chez lui s'il a un droit de séjour. Il n'y a qu'une solution, seuls ceux qui ont reçu une autorisation préalable doivent pouvoir entrer sur le territoire de l'Union. Tout autre arrangement serait une illusion. Le système d'asile de l'UE ne fonctionne pas aujourd'hui. La migration illégale en Europe a renforcé l'antisémitisme, la violence envers les femmes et l'homophobie. Plusieurs États membres s'y opposent déjà, mais je tiens à souligner que les faits parlent d'eux-mêmes. L'échec des politiques migratoires a des conséquences claires, et certains États cherchent désormais à se retirer du système d'asile de l'Union. L'immigration illégale et les préoccupations sécuritaires ont conduit à la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures.
Je pense qu'il est temps de débattre de cette question au plus haut niveau politique et de voir si la volonté politique nécessaire pour restaurer le véritable fonctionnement de l'espace Schengen peut être renouvelée. La présidence hongroise propose la création d'un système de sommets Schengen. Nous devrions convoquer régulièrement des sommets Schengen avec la participation des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'espace Schengen. Cela a déjà fonctionné pour la zone euro lors de la crise économique de 2008, et cela a conduit à une institutionnalisation réussie avec le sommet de la zone euro. La présidence hongroise propose également de renforcer et d'élargir l'espace Schengen. Nous suggérons que l'adhésion complète de la Bulgarie et de la Roumanie se fasse avant la fin de l'année. Outre la migration, l'Europe fait face à de nombreux autres défis de sécurité. Le sommet de la communauté politique européenne, qui se tiendra à Budapest le 7 novembre, 2 jours après les élections présidentielles américaines, sera un forum idéal pour discuter de ces questions. Madame la Présidente, en matière de sécurité européenne, il est clair aujourd'hui que l'Union ne peut garantir sa propre paix et sa sécurité. Nous avons besoin d'institutionnaliser notre politique de sécurité et de défense commune. La présidence hongroise estime que la meilleure voie pour y parvenir réside dans le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. La présidence hongroise se concentrera donc sur la stratégie et le plan de l'industrie de la défense européenne. Le défi est toutefois plus complexe, car il touche à des compétences nationales et européennes, ainsi qu'aux alliances internationales. La Hongrie consacre environ 2,5% de son PIB aux dépenses de défense, dont une grande partie va au développement. La majorité de nos achats de défense proviennent de l'industrie de défense européenne, et des investissements industriels sont réalisés dans tous les segments de la défense en Hongrie avec la participation d'acteurs européens. Ce qui est possible en Hongrie devrait être possible dans toute l'Union européenne. Madame la Présidente, la présidence hongroise met également l'accent sur l'élargissement de l'UE. Nous sommes d'accord pour que la politique d'élargissement de l'UE reste fondée sur le mérite, équilibrée et crédible. La présidence hongroise est convaincue que l'accélération de l'adhésion des Balkans occidentaux est essentielle pour la sécurité européenne. L'intégration de cette région est avantageuse pour l'UE tant sur le plan économique que géopolitique. S'agissant de la Serbie, une attention particulière doit être accordée à ce pays. Sans l'adhésion de la Serbie, il n'est pas possible de stabiliser les Balkans. Sans la Serbie dans l'UE, la région restera instable. Plusieurs pays candidats remplissent déjà les conditions techniques pour avancer, mais un consensus politique entre États membres manque. L'Union a promis depuis plus de 20 ans une perspective européenne aux pays des Balkans occidentaux. Pour la présidence hongroise, il est temps de tenir cette promesse. Nous organiserons un sommet UE-Balkans occidentaux pour progresser sur cette question. Permettez-moi de dire un mot sur l'agriculture européenne. Nous savons tous que la compétitivité de l'agriculture européenne a été sérieusement affectée par les conditions climatiques extrêmes, l'augmentation des coûts et les importations de pays tiers, ainsi que par une réglementation excessive. Cela menace aujourd'hui la sécurité de vie des agriculteurs européens. La production alimentaire et la sécurité alimentaire sont stratégiques pour tous les pays et pour l'Union elle-même. C'est pourquoi la présidence hongroise souhaite orienter politiquement la nouvelle Commission européenne vers une agriculture européenne compétitive, résiliente aux crises et favorable aux agriculteurs. La présidence hongroise a également initié un débat stratégique sur l'avenir de la politique de cohésion, au-delà de l'agriculture. Environ un quart de la population de l'Union vit dans des régions où le niveau de développement est inférieur à 75% de la moyenne de l'UE. Pour l'Europe, il est donc essentiel de réduire les écarts de développement entre les régions. La politique de cohésion n'est pas une charité, ni une donation. C'est la plus grande politique d'investissement de l'UE et une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur. La présidence hongroise estime que poursuivre cette politique est essentiel pour préserver le potentiel de compétitivité de l'Union européenne. Madame la Présidente, la présidence hongroise cherche des solutions aux problèmes européens communs qui reposent sur le bon sens. Mais nous ne cherchons pas seulement des solutions. Nous, Hongrois, continuons à chercher nos rêves dans l'Union européenne. Une communauté de nations libres et égales, une patrie des patries, une démocratie des démocraties. Nous recherchons une Europe qui craint Dieu, protège la dignité humaine et aspire au sommet de la culture, de la science et de l'esprit. Nous ne sommes pas membres de l'UE pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait être. Tant que nous pensons qu'il y a une chance, aussi infime soit-elle, de faire de l'Europe ce qu'elle pourrait être, nous nous battrons pour elle. La présidence hongroise a un intérêt dans une Union européenne forte, et je suis convaincu que le succès de notre présidence sera le succès de toute l'Union européenne. Rendons à l'Europe sa grandeur. Merci de m'avoir écouté. A magyar elnökség ezért az európai védelmi ipari stratégiára és a védelmi ipari tervre összpontosít.
De a kihívás ennél azért sokrétűbb, mert érint tagállami és uniós kompetenciákat, sőt nemzetközi szövetségesi struktúrákat is. A magyar elnökség a saját példáját, Magyarország példáját tudja felajánlani. Nous nous retrouvons 3 semaines plus tard que prévu, en raison des inondations qui ont ravagé l'Europe centrale. En 4 jours, des conditions météorologiques extrêmes se sont abattues sur la région. En raison du changement climatique, ces événements sont devenus la norme, mais leur force destructrice est trop grande pour qu'un seul État puisse y faire face seul. Les eaux ont fait irruption, détruisant les terres agricoles et les usines, mais ces dernières semaines, nous avons aussi vu que les Hongrois retroussaient leurs manches et s'entraidaient, et l'Europe veut être à leur côté. La Hongrie a demandé l'aide des satellites Copernicus, et nous avons activé cette aide. Nous avons coordonné les équipes de secours, évalué les dégâts avec les satellites. Les mécanismes de protection civile et le fonds de solidarité ont été mis à disposition de tous les États touchés, y compris la Hongrie. La Hongrie peut demander notre aide comme tout autre pays. L'Union est là pour aider les Hongrois dans cette crise comme dans d'autres. Les Hongrois méritent tous les avantages de l'adhésion et l'accès aux fonds européens. Monsieur le député, passons aux priorités de cette présidence en cours, l'Ukraine, la compétitivité et la migration. L'Ukraine s'apprête à vivre son 3e hiver de guerre. La Russie veut en faire l'hiver le plus difficile. Le mois dernier, plus de 1300 drones ont attaqué des villes ukrainiennes. Et cet été, des centaines de missiles ont détruit les infrastructures énergétiques ukrainiennes. De nombreuses familles ont été séparées, des villes dévastées. Le monde a été témoin de la brutalité de la guerre menée par la Russie. Et pourtant, certains refusent toujours de tenir l'agresseur pour responsable et blâment la victime, l'Ukraine. Ils ne voient pas ce conflit comme le crime de Poutine, mais critiquent le désir de liberté de l'Ukraine. Je leur demande, accusent-ils les Hongrois pour l'invasion soviétique de 1956? Peut-être parlons-nous différentes langues et avons-nous des histoires distinctes, mais dans aucune langue européenne la paix ne signifie soumission, et la souveraineté ne signifie occupation. Les Ukrainiens sont des combattants de la liberté, tout comme les héros qui ont libéré l'Europe centrale et orientale du joug soviétique. Il n'y a qu'un seul chemin vers une paix juste pour l'Ukraine et pour l'Europe. Continuer de soutenir la résistance ukrainienne avec une aide politique, financière et militaire. Le mois dernier à Kiev, j'ai annoncé un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, comme partie de l'aide de 50 milliards provenant des fonds gelés russes, et cette aide augmentera le budget ukrainien. Nous faisons donc payer à la Russie les dégâts qu'elle cause, et nous resterons aux côtés de l'Ukraine tout au long de cet hiver, aussi longtemps que nécessaire. Notre deuxième priorité est la compétitivité. J'ai annoncé à Strasbourg que Mario Draghi rédigerait un rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne. Nous avons maintenant entendu et lu ce rapport. Il met en évidence la nécessité de combler le fossé de l'innovation. Par rapport à d'autres grandes économies, l'Europe accuse un retard dans les innovations numériques. De nombreuses entreprises innovantes doivent se tourner vers les États-Unis et l'Asie pour financer leur expansion, alors que 300 milliards d'euros d'épargne européenne sont investis sur les marchés de capitaux étrangers chaque année. Il y a trop d'obstacles au marché intérieur, qui empêchent les entreprises de croître et de s'étendre au-delà des frontières. Nous souhaitons donc réduire ces barrières grâce à une union de l'épargne et des investissements, et compléter le marché intérieur en allégeant les règlements et la bureaucratie, y compris pour la déclaration de la nouvelle économie numérique. L'Union, cependant, semble s'éloigner de cet objectif du marché intérieur. J'ai écouté attentivement aujourd'hui pour comprendre comment un gouvernement pourrait attirer les investissements européens alors qu'il discrimine et impose des taxes plus lourdes aux entreprises européennes. Comment faire confiance à un gouvernement qui impose des contrôles arbitraires et bloque les licences pour favoriser quelques privilégiés? Cela sape la confiance des investisseurs. En ce moment même, le PIB par habitant de la Hongrie dépasse celui de tous ses voisins européens. La Hongrie est au cœur de l'Europe et devrait être au centre de l'économie européenne. Le peuple hongrois doit bénéficier de tous les avantages du marché intérieur. Quant à la croissance, elle doit aller de pair avec la planification, surtout pour ceux qui pensent encore à s'accrocher aux combustibles fossiles russes. Quelques jours après que les chars russes ont progressé en Ukraine, les dirigeants européens ont convenu de diversifier les sources d'énergie et de s'éloigner des fossiles russes. Où en sommes-nous 1000 jours plus tard? L'Europe a diversifié ses sources d'énergie, construit des infrastructures et établi des relations avec des partenaires fiables, investissant dans une énergie propre produite en Europe. Au premier semestre, 50% de l'électricité de l'UE provenait d'énergies renouvelables. Mais pas tous n'ont tenu leurs promesses de Versailles. Certains n'ont cherché qu'à prolonger l'achat d'énergie russe, une preuve de plus que la Russie n'est pas un fournisseur fiable. Enfin, parlons de la migration, un défi européen nécessitant une réponse européenne.
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un nouveau pacte sur la migration et l'asile, que nous devons maintenant mettre en œuvre pour mieux protéger les frontières extérieures. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu vos propos du week-end, affirmant que la Hongrie protège ses frontières et que les criminels sont emprisonnés. Je m'interroge toutefois sur ces paroles, car l'an dernier, la Hongrie a libéré des passeurs condamnés avant qu'ils ne purgent leur peine. En Europe, cela ne protège pas l'Union. Pour mieux défendre nos frontières, il nous faut une coopération solide contre la criminalité organisée. De plus, comment se fait-il que la Hongrie autorise l'entrée de ressortissants russes sans contrôle de sécurité dans l'UE et que la police chinoise soit autorisée à opérer sur le territoire hongrois? Cela ne protège pas la souveraineté européenne, c'est une porte ouverte à l'ingérence extérieure. Ensemble, nous devons renforcer les normes de sécurité et appliquer le paquet législatif en matière de migration, en respectant l'état de droit et nos valeurs fondamentales. La Hongrie assume la présidence tournante du Conseil pour la première fois depuis 2011. À l'époque, le Premier ministre Orbán avait déclaré que le peuple hongrois suivrait les pas des révolutionnaires de 1956 et servirait la cause de l'unité européenne. Nous sommes d'accord, l'Europe doit rester unie pour affronter les défis. Je me tourne donc vers le peuple hongrois. Nous sommes une famille. Votre histoire est notre histoire, votre avenir est notre avenir commun. 10 millions de Hongrois sont 10 millions de bonnes raisons pour construire ensemble notre avenir commun. Merci. És megbízható partnerekkel léptettük ki kapcsolatokat. Olcsó és tiszta energiába fektetünk be, amelyet Európában jutunk elő, és sikerrel járunk. Az első fél évben 50%-a a teljes elektromos áramtermelésünknek megújuló forrásokból táplálkozik, a háztartásokban itthon teremtett energiából, amelyet itt munkahelyek támogatnak, és nem Oroszország. De nem mindenki tartotta be a Versailles vállalásait. Ahelyett, hogy alternatív forrásokat keresnének, különösen egy tagállam csak abban keres alternatívát, hogyan tud Oroszországról továbbra is fosszilis üzemanyagot vásárolni. Oroszország újra és újra bizonyítja, hogy nem megbízható beszállító. Talán az a helyes, ha legelőször is köszönetet mondok az elnök asszonynak, amiért ezt a heves vitát is sikerült levezetnie. Köszönöm szépen a elnökség részéről a korrekt ülésvezetést. Sajnos a vita túllépett az észszerűség határain. Peut-être est-il correct de commencer par d'abord remercier Madame la Présidente pour avoir réussi à introduire ce débat intense. Je remercie aussi pour la gestion correcte de la séance de la présidence. Malheureusement, le débat a dépassé les limites de la raison et a largement quitté le terrain des faits. Je vous ai écouté et j'ai principalement entendu des accusations absurdes de partis politiques, connus comme une propagande classique. J'aurais souhaité discuter d'autres sujets en dehors du programme de présidence hongroise, un débat sensé et impartial sur l'état de droit ou même la corruption. Mais malheureusement, votre propagande ne le permet pas, alors que j'aurais voulu dire que selon le rapport de la Commission européenne, la Hongrie a répondu à toutes les exigences posées par la Commission sur la justice. J'aurais aussi souhaité dire que, si vous ne lisiez pas les rapports financés par George Soros, mais les données de la Banque mondiale, vous verriez que la Hongrie résiste bien en matière de corruption. Elle ne sort pas du lot parmi vos pays. S'il y avait eu un débat sensé, j'aurais dit aussi que le système de marché public hongrois répond selon la Commission à toutes les attentes fixées ici. J'aurais aussi aimé dire que selon les dernières études, la satisfaction en démocratie est plus élevée en Hongrie que dans la plupart des pays de l'UE. Ce n'est peut-être pas un hasard si les électeurs hongrois nous font confiance régulièrement. Tout cela, j'aurais aimé le dire, mais le débat a quitté les faits. Je regrette que le Parlement soit devenu le champ de propagande. On m'a demandé ce que je ressens en voyant ma patrie et moi-même accusé de corruption. Eh bien, j'y suis habitué. Monsieur le député, depuis 35 ans, c'est ainsi. Depuis 35 ans, tout le monde sait que cela est faux. C'est de la propagande de gauche, je le prends bien. Merci de vous en soucier. Madame la Présidente, toutefois, certains propos politiques forts ont été tenus, que je ne peux pas laisser sans commentaire. Quant au député qui accuse la Hongrie de corruption, il est en réalité le plus corrompu, car financé par George Soros. Soros finance ses rapports pour discréditer la Hongrie. Jamais je n'ai vu de corruption plus grande. Un député néerlandais a dit ici que les Néerlandais nous financent. Je suppose qu'il parlait des États contributeurs. Au nom de la Hongrie, je tiens à refuser cette affirmation. Vous retirez bien plus d'argent de Hongrie que vous n'y envoyez.
Vous gagnez beaucoup sur notre dos, et l'envoi des subventions de l'UE en Hongrie n'est pas un cadeau pour nous, car tout finit dans vos poches. Consultez les statistiques. Les profits des investisseurs étrangers en Hongrie dépassent largement les montants que vous lui attribuez. Vous gagnez sur notre dos. Vous ne soutenez pas la Hongrie. Vous gagnez sur nous. Je trouve révoltant que les représentants de certains pays riches se présentent ici comme s'ils nous soutenaient pour défendre des valeurs européennes, alors qu'en réalité ils ne cherchent qu'à profiter des Hongrois. Proposez-nous une coopération honnête et bénéfique à la Hongrie, et alors nous pourrons collaborer. Je trouve absurde qu'ici, en session plénière du Parlement européen, nous devions tous écouter des interventions sur l'état de droit, venant d'un représentant qui, dans les rues de Budapest, a attaqué des manifestants pacifiques avec des barres de fer. Et c'est elle qui nous fait la leçon sur l'état de droit? N'est-ce pas absurde? Je trouve aussi absurde, Madame la Présidente, qu'un représentant belge prenne la parole pour sermonner la Hongrie sur l'état de droit, alors que, quand nous avons voulu organiser une conférence sur l'état de droit à Bruxelles, notre événement a été interdit. N'est-ce pas une farce? Est-ce absurde ou pas? Mesdames et messieurs, malheureusement, j'ai dû entendre de la part de députés hongrois que nous ne nous occupons pas des problèmes des gens. Mais cette critique est venue d'un député dont le parti a reçu 8% aux dernières élections européennes, tandis que le nôtre a obtenu 45%. Alors, qui s'occupe des problèmes des gens? Mesdames et messieurs, un représentant des socialistes européens nous accuse d'être trop proche de M. Poutine. Madame Klára Dobrev, lorsque votre mari était encore Premier ministre, M. Poutine était assis à votre table de cuisine, et vous en étiez fiers, inondant les médias de photos. Et c'est vous qui nous en accusez? De manière générale, je dois dire, et je m'excuse auprès des députés européens pour cette dispute interne hongroise que vous avez vue ici. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais vous voyez bien que la démocratie hongroise se porte bien, vigoureuse et vivante. Je regrette que certains députés hongrois aient transformé cette rencontre en un débat de politique intérieure. Je pense que ce n'était pas approprié, mais je n'ai pas le choix de réagir. Il est de ma conviction que ce n'est pas correct pour un député hongrois d'attaquer son propre pays au Parlement européen. Quel genre de personne utilise une tribune internationale pour attaquer son propre pays? Je trouve cela absurde, tout comme je trouve absurde que certains députés hongrois siègent à l'EPP. L'un d'eux a déclaré récemment au public hongrois, ce que vous pouvez tous lire, que le poste de député européen, le plus grand mensonge juste pour s'enrichir, et maintenant il bénéficie de votre soutien. Mesdames et messieurs, il est choquant que quelqu'un de notre pays parle de corruption ici, alors qu'il est impliqué dans des affaires de vol manifeste chez lui et qu'il a accepté son mandat parlementaire uniquement pour se cacher derrière son immunité. Et vous le soutenez, Monsieur Weber? Cela est votre responsabilité morale. En conclusion, Madame la Présidente, je dois dire que pour la gauche, il n'y a de démocratie que si elle gagne. Si la droite l'emporte, alors pour eux, la démocratie prend fin. Ce débat m'a confirmé que l'Europe doit être protégée de vous, de la gauche européenne. Plus de respect pour la Hongrie, plus de respect pour les Hongrois. Si vous voulez voir la vraie Hongrie, chers amis de gauche, venez en Hongrie, je vous invite. Même si nous ne sommes pas d'accord, vous serez les bienvenus. Merci, Madame la Présidente, pour cette opportunité d'être ici. Dans cette intervention, Ursula von der Leyen et Viktor Orban exposent deux visions contrastées de l'Europe. D'un côté, von der Leyen appelle à une unité renforcée pour affronter des défis tels que le soutien à l'Ukraine, la transition verte, et la gestion de la crise migratoire. De l'autre, Viktor Orban défend une vision axée sur la souveraineté des États membres et critique ce qu'il perçoit comme l'ingérence de l'UE dans les affaires nationales. Ce débat pose une question essentielle pour l'avenir de l'Europe: comment l'Union peut-elle concilier la solidarité entre États membres avec le respect des priorités nationales? Dans un monde de plus en plus interdépendant, les crises climatiques, économiques et géopolitiques demandent une réponse collective. Mais, selon Orban, cette solidarité ne doit pas se faire au détriment des intérêts nationaux. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il que l'Union européenne renforce son pouvoir pour faire face aux défis globaux, ou doit-elle accorder plus d'autonomie aux États membres, comme le demande la Hongrie? À très bientôt.